Le principal point qui va être discuté et proposé par l'opinion nationale, c'est surtout les mesures judiciaires contre les ravisseurs et je pense que la peine de mort va être le sujet de la discussion et le cœur de cette loi, surtout par rapport aux mineurs. Le président de la République a enfin donné instruction pour impliquer la société civile dans la lutte contre cette criminalité passive de peine proposée allant de 5 ans à la perpétuité en cas d'homicide, assortie d'une amende allant jusqu'à 2 millions de dinars. Dans le volet de l'industrie pharmaceutique, le chef de l'État a ordonné d'assurer à la société Saïdal un accompagnement particulier pour lui permettre, dit-il, de recouvrer son leadership en matière de production de médicaments et de récupérer sa précédente part du marché national. Pour le président de la République, eh bien, il est urgent d'accorder la priorité à l'exploitation de la production nationale dans le but de réduire notamment la facture d'importation de 400 millions de dollars d'ici à la fin de l'année en cours. Abdelwahed Kerrar, le président de l'Union nationale des producteurs pharmaceutiques, rebondit sur cette question à propos de la société. Nous saluons la décision de M. le Président de la République d'avoir mis la tutelle de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques sous le nouveau ministère de l'Industrie pharmaceutique. Ça permettra d'avoir une gouvernance particulière pour l'industrie pharmaceutique puisqu'elle a été identifiée comme secteur stratégique, porteur de valeur, secteur stratégique pour couvrir les besoins locaux, mais aussi pour conquérir des marchés à l'étranger. Depuis 2 années, la croissance qu'a connue l'industrie pharmaceutique a été freinée par des problèmes bureaucratiques depuis 2019. Plus de 700 produits fabriqués localement ont connu un ralentissement de leur enregistrement. On se retrouve aujourd'hui avec un potentiel produit de 700 produits ou plus qui, s'ils étaient enregistrés rapidement, nous pensons à l'UNOPS que c'est un des points du plan d'action d'urgence du gouvernement, pourrait économiser à l'Algérie en 2021 au moins 500 millions de dollars. Aussi, sachez qu'à propos de la zone de libre-échange et après ratification de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, et des protocoles y afférents, le président de la République a donné des orientations aux ministres concernés à l'effet de tirer avantage des expériences de libre-échange qu'a connu l'Algérie avec les autres ensembles régionaux. Une décision prise en vue de s'assurer de l'origine africaine des biens et des marchandises en circulation dans la zone de libre-échange et donc le taux d'intégration doit être inférieur à 50% pour qu'il ne s'infiltre pas dans le marché national au détriment de la production locale des produits fabriqués en dehors du continent africain. Santé après-vent, en bref, 364 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 261 guérisons et 10 décès. C'est le bilan enregistré hier en Algérie. Le comité scientifique de suivi d'évolution de la pandémie du coronavirus l'a dévoilé. C'est ainsi qu'on fait tout de suite la transition pour parler de cette même pandémie, mais cette fois-ci encore est-il occupé et bien sûr de la bande de Gaza et ses 2 millions d'habitants qui sont intervenus désormais en cause de la flambée des cas positifs au Covid-19. Et d'autre part, la poursuite du renforcement du blocus imposé par l'occupation israélienne à ce territoire palestinien. Razi Afer et Shahin pour Radio Algérie International. Le couvre-feu imposé par les autorités dans la bande de Gaza mardi passé pour tenter de cerner la propagation de la pandémie de Covid-19 est toujours en vigueur. Les consignes de distanciation et de port de masque ne sont pas respectés à 100%. Les rues sont presque vides à part des véhicules de la police et du ministère de la Santé. Le déplacement entre les différentes villes et localités sont interdits. Malgré cela, le ministère de la Santé à Gaza a annoncé que 69 nouveaux cas d'infection par le Covid-19 ont été découverts durant les dernières 48 heures. C'est le plus grand nombre de cas positifs enregistrés par 24 heures depuis le début de la propagation de la pandémie à l'intérieur de l'enclave palestinienne, c'est-à-dire parmi la population. 356 citoyens ont été infectés depuis le mois de mars passé. 280 sont actuellement actifs. 37 sont des voyageurs qui retournaient de l'étranger et le reste ont été enregistrés durant la semaine passée parmi la population dans différentes régions
de la bande de Reza. 72 citoyens sont guéris et 4 sont décédés depuis le début de la crise. L'occupation israélienne poursuit son renforcement du blocus de l'enclave palestinienne. La seule station électrique est toujours à l'arrêt, faute de carburant. Les citoyens n'ont droit qu'à 4 heures d'électricité par jour et l'eau est toujours rare dans les robinets. Les 2 millions de Razaouis vivent actuellement leur pire moment depuis l'occupation israélienne de la bande de Reza en 1967. Sans une intervention efficace de la communauté internationale, une véritable catastrophe pourrait frapper cette étroite bande côtière où la densité populaire est l'une des plus élevées au monde. Pour Radio Algérie Internationale, Perchain Raza, Palestine occupée. Au Liban voisin, l'ambassadeur du Liban en Allemagne, Mostafa Hadib, a été désigné ce matin Premier ministre après avoir obtenu le plus grand nombre de voix lors des consultations parlementaires menées par le président Michel Aoun. L'annonce a été faite ce matin par la présidence libanaise. Le nouveau Premier ministre, Mostafa Hadib, un professeur d'université de 48 ans, a été proposé par les anciens premiers ministres libanais. Le chef du gouvernement, Hassan Diab, avait pour rappel démissionné le 10 août dernier après l'explosion au port de Beyrouth, qui avait fait au moins 188 morts et dévasté des quartiers honteux de la ville. Toujours dans ce dossier libanais, les responsables occidentaux qui se succèdent depuis à Beyrouth se sont joints aux appels des Libanais pour un changement politique profond après cette catastrophe dont la classe politique accusée de négligence et corruption est rendue responsable. Plus concrètement, l'Union européenne a préféré organiser un deuxième vol en destination du Liban pour livrer de l'aide humanitaire. Les détails depuis Bruxelles avec notre correspondant sur place, Habib Ben Safi. Un deuxième vol aérien a été organisé par l'Union européenne en destination du Liban pour y emmener de l'aide humanitaire. Il s'agit de 12 tonnes de fournitures humanitaires essentielles et de matériel médical, notamment un hôpital mobile et des masques. Le coût du transport aérien est entièrement pris en charge par l'Union européenne, tandis que le chargement a été fourni par les autorités espagnoles, la Fondation Philips et l'Université d'Anvers. Le commissaire européen en charge de la gestion des crises, M. Yanis Martich, a indiqué que l'Union européenne continue de soutenir le Liban en fournissant l'aide la plus indispensable. Le matériel livré aujourd'hui permettra d'aider les personnes les plus vulnérables ayant besoin de soins médicaux à la suite de l'explosion survenue à Beyrouth et de l'intensification de la pandémie du Covid-19. Il s'agit du deuxième vol humanitaire organisé dans le cadre du plan aérien de l'Union européenne, le premier ayant eu lieu le 13 août dernier. Rappelons que les explosions dévastatrices survenues le 4 août dernier dans la capitale, Beyrouth, avaient encore alourdi la charge pesant sur le système de santé libanais, déjà mise à rude épreuve par la pandémie du Covid-19. Selon la Commission européenne, 20 pays européens avaient proposé immédiatement après les explosions d'envoyer des équipes spécialisées d'aide aux recherches et au sauvetage et d'évaluation chimique et des équipes médicales, ainsi que de fournir du matériel médical et d'autres formes d'assistance par l'intermédiaire du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Le 13 août, un premier vol du port aérien humanitaire de l'Union européenne a permis de livrer 17 tonnes de fournitures humanitaires, de médicaments et de matériel médical. Outre cette aide en nature, l'Union européenne a mobilisé plus de 64 millions d'euros pour les premiers besoins urgents, un soutien et du matériel médical et la protection des infrastructures critiques. Pour Radio Algérie Internationale, Hamid Ben Safi, Bruxelles. En Syrie, le président Bachar el-Assad a promulgué hier un décret qui forme un nouveau gouvernement dans lequel les portefeuilles régaliens demeurent inchangés. Cela intervient quelques jours après avoir nommé Hussein Agnous Premier ministre. Nous en dire un peu plus. Le décret publié par les médias locaux de la présidence maintient les ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de l'Intérieur, de l'Économie et également de l'Information à leur poste. 12 autres portefeuilles dans les finances, l'énergie et la santé publique changent de titulaire. Le nouveau gouvernement qui compte 3 femmes est le 5e à être formé en Syrie depuis le début du conflit en 2011. Son mandat court jusqu'en juillet 2021, date de la prochaine élection présidentielle. Sa formation intervient dans un contexte de crise économique aiguë et d'une dépréciation sans précédent de la monnaie syrienne, ainsi que d'une propagation du coronavirus et de la poursuite des violences dans le nord du pays. Bachar el-Assad avait chargé le 25 août Hussein Agnous, un ancien ministre des Ressources hydrauliques, de former le gouvernement après les élections parlementaires tenues en juillet. Agnous avait déjà assumé cette fonction à titre temporaire jusqu'aux législatives du 19 juillet après le limogeage en juin de l'ancien Premier ministre Imad Khamis sur fond. Le gros problème, parce que comme je le disais tout à l'heure, entre ce qui est sur le papier et ce qui se fait et la réalité, il y a plusieurs fossés. C'est ça qui fait parfois que certains estiment qu'ils ont été piégés
et tout simplement ils ont signé un marché ils ont conclu du moins un marché de